ravi de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. À l'entame de cette édition, il s'est tenu ce matin dans un hôtel de la place un atelier de validation du projet de loi portant le code pétrolier amont du ministère de pétrole, des mines et de la géologie. Cet atelier a réuni les experts du secteur et les partenaires techniques. Il a pour but donc d'examiner un plan stratégique afin de développer les activités du secteur pétrolier au Tchad. On fait le point avec Romnel Msengar Ngarmadini. Après 2019, ce n'est que ce jour 13 août 2025 que le ministère du pétrole, des mines et de la géologie, chargé de la mise en œuvre de la politique du secteur, de concert avec les acteurs institutionnels, experts et partenaires techniques du secteur pétrolier, se sont réunis ce jour pour relire le projet, examiner ses contours et projeter sur la modernisation du secteur et élaborer un cadre juridique adopté au contexte actuel qui encadrera les activités pétrolières, promouvoir le contenu local en favorisant l'emploi des Tchadiens, protéger l'environnement grâce aux mesures strictes de gestion des risques. Tout ceci en vue de son adoption finale par les instances compétentes, a expliqué la ministre du Pétrole, Mme Alix Naimbaye Ndolenodi. Ce présent atelier a pour objectif principal de permettre à toutes les parties prenantes, institutions étatiques, partenaires techniques, opérateurs du secteur privé, société civile, de relire, discuter et enrichir une fois de plus le projet de loi en vue de son adoption finale par les instances compétentes. Les objectifs de ce texte sont clairs. Il s'agit de moderniser notre cadre juridique pour le rendre plus attractif et compétitif, tout en garantissant la souveraineté de l'État sur nos ressources. Renforcer la transparence conformément aux standards internationaux, notamment l'initiative à transparence dans les industries extractives ITIE. Promouvoir le contenu local en favorisant l'emploi des Tchadiens, le transfert des technologies et le développement des entreprises nationales. Protéger l'environnement grâce à des mesures strictes de gestion des risques et de remise en état des sites. Dans une perspective politique du gouvernement tchadien qui place le secteur pétrolier au cœur de la stratégie du développement, ce projet de loi portant code pétrolier doit inéluctablement servir d'un levier d'extension durable. Il doit concilier les intérêts de l'État, ceux des investisseurs et les attentes légitimes des populations, devrait ajouter la ministre avant de déclarer ouverts les travaux. Je vous exhorte, chers participants, à contribuer avec rigueur, franchise et un esprit résolument constructif aux travaux de cet atelier. Vos réflexions éclairées permettront de doter le Tchad d'un instrument juridique robuste, porteur de croissance durable et de prospérité partagée. En nous souhaitant plein succès dans ces travaux, je déclare ouvert l'atelier national de validation du projet de loi portant code pétrolier amont. Face à l'évolution rapide des technologies et aux nombreux défis, il faut essentiellement actualiser un cadre procédurier qui s'accommode aux réalités d'en face. C'est ainsi que le gouvernement, par cette logique législative, entend structurer une industrie pétrolière naissante et d'attirer les investissements. Ces travaux d'expertise, faut-il le rappeler, s'étaleront sur des jours. Romnel Msengar Ngarmadini, merci politique. Toujours, l'une fait partie du groupe des femmes qui ont conçu le premier drapeau du Tchad et l'autre les tenues des fanfares et gardes présidentielles. Il s'agit donc de Naya Amina Goudia et Eladj Hassan Tamba. Nos reporters sont allés à leur rencontre. C'est à l'occasion de la commémoration des 65 ans d'indépendance du Tchad. Diana Mnepitimbaï et Mistangar Victor nous fait le point. Naya Amina Goudia et Eladj Hassan Tamba, respectivement couturières et couturiers, nés vers les années 1939, font partie du groupe des hommes qui ont confectionné les premiers drapeaux du Tchad aux couleurs bleu, or, rouge, et les habillements des fanfares et des gardes présidentielles qui ont servi à célébrer la cérémonie de l'indépendance le 11 août 1960. 65 ans après, ils se souviennent de cette époque comme si c'était hier. Centre numéro 1. Notre maison est tout près du centre social numéro 1. C'est là où on partait apprendre la couture à la main. On a fini avec la couture et les Blancs nous ont embauchés, mais sans un contrat. C'était en 1958, avant l'indépendance. Ils ont amené les tissus et nous ont montré comment couper et coudre le drapeau. C'était avec les Blancs qu'on travaillait. Le contrat est sorti après l'indépendance.
À l'époque, il cherchait le nécessaire pour que le président sorte avec le jour de la proclamation de l'indépendance, les tenues des escortes et des fanfaristes. C'était pour le défilé. Ils ont commandé depuis la France, mais qu'il faut attendre 4 mois avant que ça n'arrive au pays. Vu le temps imparti, le président a ordonné qu'il le fasse sur place. Entre-temps, je travaillais avec les Blancs et on a cousu les tenues pendant 40 jours. Je suis parti présenter au président Tobalbaye et le 11 janvier 1960, tout le monde s'est habillé avec la tenue. Le président m'a demandé si j'ai suivi une formation en France. J'ai répondu non. J'ai appris ici au pays. Naya Amina Goudja est la seule qui détient le récit de la confection du tricolore. Selon elle, la confection des drapeaux a pris plusieurs mois. Les travaux se faisaient du matin au soir. Pour confectionner tous les drapeaux, ça nous a pris plusieurs mois. On a fait des heures supplémentaires. On vient le matin et on rentre le soir pendant une semaine. Ils nous ont payé 3 000 francs. Au début, on nous a rien donné. Les 3 000 francs, c'est juste pour les heures supplémentaires. C'est tout ce que j'ai reçu. Après 65 ans, Naya Amina Goudja et El Hadj Hassan Tamba, ces deux figures emblématiques de l'indépendance, n'ont toujours pas reçu aucune distinction, moins encore d'une reconnaissance officielle de la République. Ils sont devenus simplement des grands oubliés de l'indépendance. Oublier les pionniers de cette date historique et ne pas tenir compte de leurs efforts, c'est méconnaître une partie de l'histoire. Tous deux sont reconnaissants envers l'association Lulami Forton qui, à travers sa présidente Asma Gassim, les présente à la population. Sinon, l'État semble oublier ces quelques braves hommes restés en vie. C'est elle qui m'a fait découvrir par le public pour la première fois. Depuis lors, les gens ont su qui je suis. Si ce n'est pas grâce à l'association Le Lami Fortin, personne ne saura que j'existe. Parce que le gouvernement n'a pas pensé à nous. Mon honneur, c'est juste la reconnaissance que vous portez à mon endroit en faisant des reportages pour parler de moi. Sinon, je n'ai reçu ni argent ni décoration. Hadi Asma, c'est elle qui a eu l'idée de créer l'association Lami Fortin. Cette association qui a permis de présenter les enfants de Fort Lami à la nouvelle génération. C'est grâce à elle qu'on parle de nous aujourd'hui. Sinon, tout allait disparaître. Que Dieu la bénisse. On a travaillé pour notre indépendance sans rien trouver en retour. L'histoire du Tchad s'est écrite avec ces deux figures emblématiques contribuant à leur manière à faire respecter l'image de ce beau pays. Alors, se souvenir d'eux, c'est se souvenir d'où on vient et vers où on est en train d'y aller. À travers le ministère de l'Action sociale, nous espérons que ces deux valeureux pionniers de l'indépendance seront couronnés de gloire pour service rendu à la nation. Dans le même fil d'actualité, après 65 ans d'année d'indépendance du Tchad, l'on constate quelques avancées en termes d'infrastructures sociales et routières, mais beaucoup d'efforts restent encore à faire. On fait le point avec Bainadi Nicolas. En 65 ans, le Tchad a connu certains progrès dans quelques domaines, malgré de nombreuses turbulences politiques, amélioration de l'accès à l'éducation et à la santé. Bien que les disparités régionales importantes persistent, le Tchad est un pays multi-ethnique et multiculturel. Le vivre ensemble est un défi constant, marqué par des tensions interethniques et des inégalités socio-économiques. Pour répondre à l'aspiration du peuple tchadien sur la cohésion sociale, du vivre ensemble et l'inégalité sociale, il va falloir que les autorités tchadiennes à tous les niveaux changent les données. Selon Abdurrahman Jasnabaye, le Tchad a connu des avancées et des reculs par rapport au temps colonial. Les avancées, c'est que le Tchad a retrouvé quand même sa souveraineté. Et par rapport à ça, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui désignons nos gouvernants, c'est nous-mêmes qui désignons, en tout cas les parlementaires. À l'époque, c'est décidé d'ailleurs. Le découpage a été fait ailleurs, donc aujourd'hui, c'est nous qui organisons notre territoire. En dépit des dérives constatées, les Tchadiens avaient la culture du vivre ensemble, dans l'harmonie, quelle que soit son appartenance sociale. Hier, au départ, les gens étaient vraiment ensemble et ces brassages-là, qu'on appelle maintenant l'esprit Lami Fortin, les gens vivent ensemble, ce qu'on appelle les dabalai. Les voisins, ils mettent ensemble leur repas pour manger ensemble, pour dîner, déjeuner, et puis surtout... La sécurité, la justice, l'état de droit et la démocratie sont des éléments essentiels pour un vivre ensemble harmonieux. L'État n'a pas une armée suffisante pour pointer
un militaire devant chaque domicile pour sécuriser. Mais il faut avoir une armée vraiment nationale. Et nous ne sommes pas dans un état de nature, nous sommes dans un état de droit, donc il y a des textes et des lois, et la justice est fondamentale pour apporter le Tchad, en tout cas dans le concert des nations, des nations en tout cas qui sont civilisées, et pour également entamer, pour amorcer, je peux dire, le développement économique et social de notre pays. Malgré ces avancées, la majorité de la population tchadienne vit encore dans des conditions très précaires. L'accès à l'eau potable, à l'éducation et à la santé reste limité, surtout en zone rurale. Le taux d'alphabétisation est encore faible, surtout chez les femmes. La paix durable, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain sont les clés pour que cette indépendance prenne de l'envol. Si le Tchad a réalisé des progrès depuis son indépendance, il reste confronté à de nombreux défis pour assurer un développement durable et un vivre ensemble harmonieux. L'accent doit être mis sur la stabilité politique, la cohésion sociale et le développement économique inclusif. Et puis le manque d'employabilité des jeunes constitue l'une des préoccupations majeures du Tchad. Pourtant, l'État continue de former des milliers de diplômés chaque année. Cette situation est alarmante pour ces jeunes diplômés sans emploi en quête d'insertion socio-professionnelle. Alphonsine Madilom s'est intéressée à la question. Suivez son regard. Une administration vieillissante, une jeunesse désespérée, un avenir sombre, tels sont là les mots qui peuvent décrire la situation d'employabilité des jeunes diplômés, mais sans emploi. Une faible diversification des activités socio-économiques pour la jeunesse, exacerbée davantage dans la vulnérabilité des jeunes. À cela s'ajoute l'inadéquation des discours et promesses des autorités en charge de la formation professionnelle, chose que déplore Dr Rotarm Sylvain. Que nous sommes arrivés à un système où le politique ne regarde pas trop l'éducation. L'éducation est devenue une activité de seconde zone. Comment les gens y entrent, quelle formation ils reçoivent pour sortir de ces écoles, c'est toute la question. Il faut vraiment mettre un peu de rigueur dans la formation, dans la sélection des formateurs de nos grandes écoles professionnelles pour le système éducatif. Plusieurs facteurs peuvent justifier ce chômage et le sous-emploi massif chez les jeunes diplômés et les non-diplômés, le manque cruel d'infrastructures et d'investissements, la faible présence des entreprises nationales et l'insuffisance d'appui aux petites et moyennes entreprises tchadiennes. Certains jeunes entrepreneurs peinent à obtenir des crédits ou des fonds pour lancer leurs projets. Il faut qu'on essaie de revoir la gestion même des ressources humaines au niveau du système éducatif tchadien. Ceux qui sont destinés à former, qui soient à leur poste, qui soient vraiment suivis pour qu'ils aient une bonne formation, une formation adaptée aux générations actuelles et à venir. Les jeunes en quête d'emploi perdent ainsi la confiance envers les institutions publiques. D'autres évoquent une pratique d'injustice et d'exclusion sociale. Entre-temps, les taux des étudiants et bacheliers tchadiens ne cessent d'accroître chaque année. Pour joindre les deux bouts, d'autres se tournent vers les activités informelles, précaires, voire illicites. Les politiques publiques devraient repenser et réinventer l'avenir axé sur l'employabilité en se focalisant sur les besoins spécifiques de la jeunesse. Promouvoir l'entrepreneuriat et développer les secteurs porteurs comme agro-industrie, les énergies renouvelables et le numérique. Améliorer également l'environnement des affaires afin d'attirer les investisseurs. La suite de l'actualité, mesdames et messieurs, le ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, en collaboration avec UNFPA, a organisé une séance de restitution du rapport sur l'état de la population mondiale 2025. C'était ce matin au ministère des Affaires étrangères en présence des représentants des agents institutionnels et du corps diplomatique. Mbaïnadi Nicolas nous en dit un peu plus.
Ce lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2025 est placé sous le thème « La véritable crise de la fécondité, la quête du libre arbitre en matière de procréation dans un monde en mutation », qui vise à contribuer à l'amélioration de la population mondiale et celle de la population tchadienne sur les questions de la fécondité et des défis auxquels font face les jeunes. Selon la représentante de l'UNPI, la population mondiale a franchi le cap des 8 milliards d'habitants depuis le 15 novembre 2022. Cependant, une baisse des taux de fécondité a chuté dans plusieurs pays. Œuvre aux côtés des gouvernements du monde entier, y compris le nôtre, pour sensibiliser et plaider en faveur des questions de population et de développement, dont il est crucial de contextualiser aux réalités du Tchad. Taux de fécondité dans plusieurs pays, suscitant des craintes d'un effondrement démographique, ce qui est parfois perçu comme une crise en soi. Cependant, la crise de la fécondité au Tchad est un sujet complexe qui a des enjeux démographiques, économiques et sociaux. Le thème retenu pour cette année 2025 est autonomiser les jeunes pour qu'ils créent les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir. L'objectif de cette célébration cadre avec les orientations du gouvernement. Cet objectif cadre parfaitement avec les orientations de son Excellence, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, inscrite dans le chantier 10 et déclinée dans le plan national de développement 2025-2030, intitulé Tchad Connexion 2030. À cette occasion, une présentation du rapport sur l'état de la population mondiale, sur la résilience démographique, la capacité d'un pays à anticiper les évolutions démographiques, à s'y adapter et à en tirer parti dans le respect des droits humains. Suivi de remise du rapport au ministre délégué auprès du ministère des Finances. Les études ont montré que l'autonomisation des femmes et des jeunes par le biais d'une éducation de qualité et de la formation professionnelle peut avoir un impact significatif sur la réduction des taux de fécondité, l'amélioration de l'accès aux informations et services sur la santé reproductive doit être une priorité, car cela crée un environnement où les choix en matière de procréation peuvent exercer librement et de manière éclairée. Ainsi, l'UNFPA, dans son mandat, défend le droit de chacun à décider librement et de manière responsable du nombre et du moment de ses enfants, y compris le choix de En sécurité, le comité des chefs de police de l'Afrique centrale a organisé ce matin dans un hôtel de la place une formation spécialisée sur la lutte contre la cybercriminalité. Une formation qui est donc axée sur l'analyse au service des enquêtes judiciaires. Cette formation est destinée aux agents de la police judiciaire et à mobiliser les experts encadreurs et responsables institutionnels de la zone CEMAC. On en parle avec Philbert Oumana. Cette session vise à doter les participants d'outils techniques, juridiques indispensables pour traquer et neutraliser les auteurs d'infractions numériques. Prenant la parole au nom de son institution, le secrétaire permanent du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, le colonel Esaïe Ovonou, a salué les efforts conjoints ayant permis la tenue de cette formation qu'il considère comme un signal fort de la volonté commune de lutter contre un phénomène en constante expansion. Pour le secrétaire permanent de CEPAC, la cybercriminalité s'infiltre dans nos sociétés, causant des dommages irréversibles. C'est pourquoi les agents doivent être à mesure de répondre efficacement à ces menaces. La maîtrise des techniques d'analyse forensique permettra de mener les enquêtes sérieuses dans le monde virtuel. S'agissant particulièrement de la cybercriminalité, l'État des lieux est pressé à cette occasion par les hautes autorités policières de notre région a constaté une forte prévalence des infractions commises dans le cyberespace, et ce malgré les efforts louables déployés par les États pour endiguer ce phénomène.
Ouvrant officiellement les travaux, le secrétaire général adjoint du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, le commissaire divisionnaire Isaac Haroun Béchir, représentant le ministre, a tenu à féliciter les organisateurs pour cette initiative qu'il qualifie de stratégique et salutaire. Il a rappelé que la sécurité demeure au cœur de la vision du chef de l'État, le maréchal Mamadi Idriss Itno, et que cette formation vient en droite ligne de ses objectifs. Notre pays réaffirme son engagement ferme et constant à lutter contre toutes les formes d'insécurité, qu'elles soient physiques, territoriales, économiques ou désormais numériques. À l'ère de la digitalisation croissante, où les menaces évoluent, se déplacent et parfois deviennent invisibles, la cybersécurité est devenue une frontière stratégique que chaque pays se doit de bâtir et de protéger avec rigueur. En dotant de la police judiciaire des compétences spécialisées en cyber-enquête, le comité des chefs de police de l'Afrique centrale et le ministère de la Sécurité publique entendent bâtir un rempart solide contre la criminalité numérique, plaçant ainsi la prévention et la répression à la hauteur des défis technologiques contemporains. Et puis la vente de maïs grillé par les vendeuses devient une activité saisonnière fréquente dans les rues de la capitale. Les consommateurs s'en raffolent. La question que l'on se pose est celle de savoir si ces maïs exposés aux poussières ne comportent-ils pas des risques sur la santé des consommateurs. Suivi à ce sujet le reportage des Kodimadi Bitoubana Hortense. La vente de maïs grillé est une activité économique courante et appréciée en N'Djamena par bon nombre de vendeurs et vendeuses en cette saison pluvieuse. Toutefois, l'hygiène autour de cette pratique, surtout lorsqu'elle se déroule aux abords de route, est une préoccupation importante pour les consommateurs. Pour eux, cela est bénéfique car ils n'ont pas le temps d'acheter le maïs non grillé avant d'aller préparer. Quelques consommateurs interrogés déplorent cette situation. Ils devraient d'abord penser à ça aussi parce que les microbes quelque part là sont là déjà. Et encore c'est au bord de route, au bord du goudron, par-ci par-là. Et s'ils trouvent le moyen d'acheter les plastiques transparents pour couvrir, leurs aliments avec, nous-mêmes les consommateurs, en passant et si tu es dans le besoin, tu vois ça de loin, ça tu sais que c'est tel aliment et tel aliment. Ça rend service à ceux-là qui n'ont pas assez de temps de prendre et griller avant de manger. Vous voyez, sur les goudrons, avec toutes les poussières qui sortent, c'est des maladies. Quand tu prends, tu manges pour ta faim. Mais les dangers qui te guident, c'est beaucoup. Ces maïs sont souvent exposés à la merci des aléas climatiques de tout genre. Il est bien vrai de se chercher, mais il faut instaurer une bonne hygiène autour des aliments à consommer pour le bien-être du corps. Ces femmes qui vendent, c'est vrai qu'ils sont en train de se chercher à avoir de quoi survivre. Malheureusement, cette exposition expose aussi les clients, les consommateurs à certaines maladies. Et nous voyons que c'est au bord des grandes artères de la capitale. C'est la saison pluvieuse, il y a les véhicules qui passent et qui rentrent dans les flaques d'eau. Et ces flaques d'eau dégagent des gouttelettes qui tombent dessus. Nous sommes en saison pluvieuse, il y a certaines maladies diarrhéiques telles que le choléra et d'autres maladies diarrhéiques qui sont là. Alors, c'est très dangereux. Quand on grille le maïs à très haute température, notamment sur les parties noircies, une substance nocive se forme. Plusieurs études ont montré qu'elle pouvait être cancérigène. Les consommateurs devraient prendre des précautions, le risque est grand. Aux consommateurs, je dirais que ne prenez pas votre argent pour acheter la maladie. Vérifiez est-ce que ces aliments sont protégés et est-ce qu'il y a une propriété qui va avec avant de consommer. Le maïs est loin d'être un mauvais aliment. Il est riche en fibres, ce qui est bon pour la digestion et contient des vitamines essentielles. C'est une bonne source d'énergie et d'antioxydants. Mais c'est aussi nécessaire d'éviter de consommer les parties brûlées car la fumée générée par la combustion peut contenir des substances nocives pour la santé. Mangez mieux et en toute sécurité.
Et puis la consommation d'alcool par certains parents peut entraîner un certain nombre de répercussions sur les enfants. Une pratique qui affecte le développement physique, mental et émotionnel des enfants. C'est un reportage de Raïssa Élisée avec le récit des Kaubari Maloum Esther. Les enfants dont les parents souffrent de dépendance sont davantage exposés à des troubles de santé mentale, des difficultés d'apprentissage, des problèmes de comportement et des relations sociales fragilisées. Ils sont aussi plus susceptibles de développer une dépendance à l'âge adulte. L'impulsivité, l'hyperactivité, l'agressivité et une mauvaise gestion des émotions sont autant de manifestations fréquentes. À l'école, ces enfants peuvent rencontrer des problèmes de concentration et de mémoire. Leur langage peut être altéré et ils ont souvent du mal à établir et maintenir des relations saines. La consommation des substances engendre également des difficultés financières au sein du foyer, notamment à cause des dépenses liées à l'addiction. Un père de famille est celui qui doit assumer ses responsabilités, affirme Doumdé Frédéric. Ne doit pas prendre la responsabilité parce que quand tu prends une femme, tu dois prendre la responsabilité de tout le monde. Parce que certains parents, quand l'enfant est malade ou soit a faim, ils ont de l'argent, ils partent au bar ou bien à l'alimentation, ils utilisent cet argent. Mais pour prendre la responsabilité là, ils n'ont pas voulu. Donc ils détruisent cet argent là, en rentrant, ils reprennent trop tard. Donc après d'abord ils reviennent à la maison, ils font du bruit sur la femme. Donc c'est ça aussi, ça cause des problèmes. La dépendance d'un parent perturbe le fonctionnement familial, provoquant tensions, conflits et instabilité. Elle peut aussi entraîner une stigmatisation et un isolement social, aggravant la situation. Certains consomment à excès pour fuir leurs soucis, confie Mossolbay Erika. Ce qui me pousse parfois à prendre de l'alcool, c'est pour oublier mes soucis quelque temps, pour trouver une solution viable. Pour ceux qui prennent de l'alcool parfois, ils n'arrivent pas à prendre bien soin de la famille et à réaliser leurs projets. C'est l'excès de l'alcool qui n'est pas bien. Même si on doit consommer, il faut qu'on consomme avec de la modération. Il est important de souligner que les conséquences varient selon plusieurs facteurs. La nature de la substance consommée, la fréquence et la durée de la consommation, l'âge de l'enfant au moment de l'exposition, ainsi que les ressources et soutiens disponibles pour la famille. Face à cette réalité, il est essentiel de rechercher de l'aide et du soutien pour les familles concernées, afin de prévenir ou atténuer les effets néfastes sur les enfants et de favoriser leur bien-être. Et puis les conducteurs de mototaxi sont pour la plupart des jeunes diplômés sans emploi. Ces jeunes exercent cette activité avec tous les risques que comportent, entre autres les agressions, les accidents, le vol à main armée. Notre reporter Josiane Masdene est allé à leur rencontre. De nombreux jeunes de la capitale se lancent dans cette activité pour trouver de quoi se prendre en charge. Le risque d'accident est élevé à cause de la circulation dense et de la mauvaise conduite, des routes souvent en mauvais état et du manque de règles de sécurité. Ce métier est souvent exercé dans des conditions précaires, avec des revenus faibles et sans protection sociale adéquate. Les difficultés auxquelles les clanomanes traversent lors de leur activité, on est exposé à des intempéries telles que les poussières qui sont autour de la voie publique et le risque des agressions et des fois on a même se dire des malcompréhensions avec certains clients dû par rapport à la discussion des prix auxquels on va les déposer dans leur destination. Le constat est amer. Beaucoup crient à l'aide, mais en vain. Les clandomans travaillent jour et nuit pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Ils se donnent pour lutter contre le chômage, l'oisiveté, mais se confrontent à de nombreuses difficultés telles que le phénomène des braquages, des cas d'accidents, ainsi que les intempéries de toutes sortes qui entravent leur épanouissement. Beaucoup de clandomans qui font aussi l'activité des clandomans la nuit, c'est ceux-là auxquels beaucoup n'ont pas aussi leur moto personnelle. Ils empruntent aussi les motos.
La nuit, c'est le propriétaire qui prend maintenant le volant. Et la nuit, c'est ceux-là qui sont là aussi pour travailler la nuit. Eux, ils sont spécialement, comme ils n'ont pas aussi les moyens, ils attendent que le propriétaire les laisse les motos et ils travaillent la nuit. Donc grâce à ça, ils se nourrissent aussi avec leur famille. Ils prennent aussi la responsabilité de leur famille. Pour une confrontation avec ses anciens collaborateurs. L'ancien premier ministre malien Gouel Maïga est en garde à vue depuis hier au pôle économique et financier de Bamako. Le récit de Koinito Jacques Jeannette suivi. Convoqué cette fois-ci pour une confrontation avec d'anciens collaborateurs, Choguel Maïga a poireauté sans interlocuteur pendant 5 heures au pôle économique et financier de Bamako. Ensuite, selon son avocat, il a été notifié son placement en garde à vue. Un bureau a été aménagé pour lui permettre de passer la nuit de mardi à mercredi. Il fait objet de poursuites judiciaires pour faux usage et faux et atteinte au bien public. Peu avant son arrestation dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il s'était défendu de tout détournement et a martelé qu'il était blanc comme neige. Limogé en novembre 2024 par les militaires dont il était l'allié civil le plus important, il a redoublé de vigueur dans la critique contre la junte. Pêle-mêle, il avait affirmé que la rupture était consommée entre son regroupement politique et les militaires, avant de dénoncer des arrestations et détentions extrajudiciaires de ses proches. La garde à vue peut durer 48 heures. Prochaine étape, il pourrait être présenté devant le procureur général de la Cour suprême qui peut décider de le mettre sous mandat de dépôt ou de refermer le dossier. En sport, pour finir cette édition, l'international tchadien Mohamed Thiam ne portera plus les couleurs de l'étoile sportive du Sahel. Parti de la France pour rejoindre la Tunisie, le joueur a trouvé un accord avec le club et tout semblait réglé. Or, le coup de théâtre après l'avoir évalué, les techniciens n'ont pas été convaincus de ses performances suivies. Le commentaire de Ariel Tayo. Alors qu'il était attendu en Tunisie pour engager avec l'étoile sportive du Sahel, le transfert de l'international tchadien n'a finalement pas abouti. Selon les journalistes proches du club, le joueur ne répondait pas totalement aux critères physiques exigés par l'entraîneur. De son côté, Mohamed Thiam a donné une version. C'est lui qui a décidé de ne plus poursuivre ces négociations. En quittant la France, le joueur disposait déjà une offre claire et précise de l'étoile sportive du Sahel, fondée sur une idée qui était à 100% de sa forme physique. Or, de son arrivée en Tunisie, le staff du club a estimé qu'il n'avait pas encore besoin de préparation physique supplémentaire. Conséquence, l'offre initiale a été revue à la base. N'était pas convaincu par des nouvelles propositions, Mohamed Thiam a choisi de mettre fin aux discussions. Désormais, il s'apprête à signer au stade tunisien qui lui a formulé une offre plus intéressante que celle de l'étoile sportive du Sahel. La signature de son contrat est attendu d'ici jeudi. Et puis c'est avec Ariel Tayo que nous bouclons cette édition. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à la chaîne citoyenne. Au revoir et à bientôt.